Ah, Machiavel. On a tous ce nom en tête, n'est-ce pas? Et bien souvent, il est synonyme de manipulation, de cruauté. Mais si on grattait un peu le vernis? Et si, derrière le cliché, il y avait avant tout un psychologue du pouvoir, peut-être même l'un des tout premiers? Alors, être machiavélique, ça veut dire quoi au juste? Bon, la définition que l'on connaît tous, c'est celle-là. Quelqu'un de rusé, de calculateur, sans scrupules, une intelligence presque diabolique au service de ses ambitions. Mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette image populaire est vraiment fidèle à sa pensée? Cette caricature du grand méchant manipulateur, est-ce que ça colle vraiment avec ce que pensait ce stratège de la Renaissance? On va voir que la réponse est bien plus nuancée et franchement bien plus passionnante. Allez, on met de côté l'adjectif pour un moment et on va essayer de rencontrer le philosophe. C'était quoi son véritable projet au fond? Ok, premier mythe à faire tomber, et c'est un gros morceau. Pour Machiavel, le but, ce n'est pas du tout de faire le mal pour le plaisir de faire le mal. On oublie l'image du méchant de film. Son approche est beaucoup plus pragmatique, presque clinique en fait. Et voilà la clé pour tout comprendre. La seule, l'unique boussole de l'action politique pour Machiavel, c'est la conservation du pouvoir. C'est tout. Le reste, que ce soit des actions jugées bonnes ou mauvaises, ce ne sont que des outils pour atteindre cet objectif final. Et rien qu'avec cette idée, Machiavel ne fait rien de moins que poser les bases de la politique moderne. Il introduit un concept qui va absolument tout changer, le réalisme politique. Le réalisme politique, qu'est-ce que c'est? C'est une idée à la fois simple et radicale. Il faut gouverner les gens tels qu'ils sont vraiment et non comme on aimerait qu'ils soient, c'est-à-dire égoïstes, émotifs, mus par leurs propres intérêts. Il faut accepter ça pour pouvoir les diriger. Ce tableau y montre bien à quel point c'est une révolution. Avant Machiavel, disons avec Platon ou Saint-Augustin, la politique était liée à la morale, à la vertu. On cherchait à rendre les gens meilleurs. Machiavel, lui, y coupe ce lien. Pour lui, la question n'est plus « est-ce que c'est bien ?», mais « est-ce que ça fonctionne ?» L'idéalisme contre le réalisme. La moralité contre l'efficacité. Sa pensée n'est donc pas immorale à proprement parler, elle est amorale. C'est une nuance cruciale. La politique sort du champ du bien et du mal. L'unique critère qui compte, c'est l'efficacité. D'accord, mais comment on applique ce réalisme concrètement? La réponse est simple, en devenant un maître de la psychologie humaine. Et c'est là que Machiavel se révèle être un analyste du comportement absolument brillant. Son point de départ, sa thèse fondamentale, c'est un pessimisme profond sur la nature humaine. Pour lui, c'est une évidence. L'être humain est gouverné par son égoïsme, ses pulsions, ses intérêts personnels. C'est le postulat de base. Et cette citation du prince est d'une clarté glaciale. Parce que les hommes sont méchants et ne vous tiendraient point leur parole, vous n'êtes pas non plus tenu de garder la vôtre envers eux. C'est direct, hein. La politique, ce n'est pas un dîner de gala entre gentlemen. C'est une gestion lucide et froide de la nature humaine telle qu'elle est. La méthode découle logiquement de ce constat. Étape 1, il faut comprendre que les gens réagissent aux apparences, pas à la réalité profonde des choses. Étape 2, le prince doit donc maîtriser l'art de l'illusion, de la dissimulation. Et enfin, étape 3, il n'a pas besoin d'être vertueux, il doit simplement faire croire qu'il l'est. Le but n'est pas d'agir pour le peuple, mais de le persuader qu'on agit pour lui. Dans cette boîte à outils psychologique, le prince a deux leviers principaux pour se faire obéir. Deux émotions fondamentales qui nous animent tous. Ces deux leviers, ce sont l'amour et la peur. Un dirigeant peut se faire aimer ou il peut se faire craindre. Et pour Machiavel, le calcul est vite fait. Comme on le voit ici, la peur est un fondement du pouvoir bien plus solide, bien plus fiable que l'amour. Et pourquoi? Eh bien, la raison est purement psychologique. L'amour, c'est un sentiment changeant, versatile, alors que la peur, et surtout la peur ultime, la peur de la mort, c'est le moteur le plus puissant qui soit. Face à cette angoisse fondamentale, le reste passe au second plan. Le pouvoir peut s'appuyer là-dessus avec bien plus de certitude. Mais tout ça nous amène à une question qui pourrait bien tout renverser. Finalement, à qui s'adressait vraiment Machiavel quand il a écrit Le Prince? Bon, l'interprétation la plus évidente, la plus classique, c'est de dire qu'il a écrit un guide pratique pour les tyrans, une sorte de manuel du parfait manipulateur pour apprendre à dominer le peuple. Mais et si c'était exactement l'inverse? En exposant de façon aussi crue, aussi directe, les mécanismes du pouvoir, est-ce qu'il n'a pas plutôt donné au peuple, aux citoyens, les clés pour comprendre comment ils sont gouvernés et donc pour déjouer les manipulations de leurs dirigeants? Au fond, en nous décrivant la psychologie de la domination, Machiavel ne nous aurait-il pas offert l'outil le plus puissant qui soit pour nous en libérer? Est-ce que comprendre la psychologie du pouvoir, ce n'est pas déjà faire le premier pas vers l'émancipation? Voilà une question qui, plus de 500 ans après, reste totalement d'actualité.